Bonjour à tous, dans la vidéo sur la nation, je vous ai présenté ce qu'est la nation sous forme de tableau. Nous allons nous en servir pour aborder l'aspect défense de la nation en tant que projet politique. Dans chacune des 6 parties, la division est toujours la même, libérer, reconstruire. Le deuxième point, vous voyez, c'est l'instinct collectif. Le besoin, c'est de lutter contre l'insécurité. Le bien qui permet de satisfaire ce besoin, c'est la protection du groupe et du territoire, et donc des frontières, par un chef. La mission du pouvoir politique, c'est donc de garantir l'ordre public. Le moyen par lequel il peut le faire, c'est la police et l'armée. Et ce moyen, c'est l'un des 6 leviers de la souveraineté. Je rappelle une équation simple. La souveraineté conduit à l'indépendance qui conduit à pouvoir rechercher le bien commun sans qu'un malade nous impose ce qu'il pense bon pour nous. Je rappelle que ce levier de souveraineté de défense nationale a été abandonné entre 1995 et 2009, plusieurs éléments à cette défaite, cette déroute. D'abord, l'abandon des postes douaniers aux frontières avec l'espace Schengen. Ce seul acte pour créer un grand supermarché au nom d'une idéologie mondialiste barbare qui considère les êtres humains comme des produits à code barre, eh bien, c'est totalement barbare. La logique est simple, ou on contrôle aux frontières, ou bien on est contrôlé partout au mépris de toute liberté publique, comme je vais l'expliquer. Ensuite, par la participation décidée par Jacques Chirac en 1995 de la France au comité militaire et au Conseil des ministres de la défense de l'OTAN, c'est un anachronisme guerrier au service d'une politique américaine impérialiste qui veut encore et toujours encercler la Russie avec ses petits bras. Ensuite, par la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, décidé par Sarkozy le 7 novembre 2007 en grande pompe à talonnette, devant le Congrès américain à Washington, tout ça pour se mettre donc en totale conformité avec le traité de Lisbonne qu'il a passé contre l'avis du peuple de 2005 et sans lui demander. Et oui, un abîme de trahison en appelle un autre. Le retour est devenu effectif donc de la France dans l'OTAN lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg-Kiel les 3 et 4 avril 2009 après les votes de confiance à l'Assemblée nationale et au Sénat qui, une fois de plus, ont trahi leur mission et oublié eux aussi qu'ils sont de simples mandataires du peuple chargés du bien commun dont la souveraineté de défense nationale est un pilier. Par les règles ensuite ultralibérales de l'UE, comme on va voir, qui nous ont fait perdre le contrôle de certaines activités industrielles nationales d'armement qui sont au cœur des intérêts fondamentaux de la nation. Ensuite, par la volonté des traîtres, même pas de vendre, mais de donner, d'abandonner notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU et notre armement nucléaire. Et je parle du coup d'accélérateur donné par le méprisant de la République pour aller plus vite dans l'effondrement de notre nation avec le traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019, qui est un énième baissage de culotte devant l'Allemagne. Alors vous avez vu comment les pauvres journalistes et commentateurs font la lecture littéraliste du traité pour dire qu'ils n'engagent pas, c'est honteux. Je vous redonne le cadre avec les sous-titres. La volonté des traîtres déjà remonte à plus loin, donc en septembre 1995 déjà, Alain Juppé, Premier ministre, avait plaidé en faveur de l'intégration dans la doctrine nucléaire française de la notion de dissuasion concertée afin de garantir la sécurité de l'Allemagne. En 2006, lors d'un discours prononcé à l'île Longue, le président Chirac relança l'idée « Ma conviction, disait-il, demeure que nous devrons, le moment venu, nous poser ensemble la question d'une défense commune qui tiendrait compte des forces de dissuasion existantes dans la perspective d'une Europe forte responsable de sa sécurité. Une tonne de pillage de nos industries de défense plus tard, l'heure est venue, l'avenir est tout tracé, notre armement nucléaire se fait la malle, aspiré par des intérêts germano-américains, il va devenir européen et en fait allemand. L'Europe qu'on nous promet n'est au final qu'un 4e Reich qui servira à finir les Russes parce que les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont tout fait pour restaurer un Reich sous leur contrôle, restant dans leur logique de contrôle du Rhineland. Si on veut sortir de la logique d'écrasement de la France et du jeu d'alliances qui conduiront inévitablement à la guerre et à la destruction, il faut un changement de paradigme de défense nationale. La politique de défense, passer du tout sécuritaire guerrier au service d'intérêts privés,
à une politique de défense et de sécurité au service des citoyens, de la nation et de la paix. Pour cela, il faut d'abord casser la politique de mise sous tutelle de notre défense nationale qui détruit méthodiquement la démocratie, la nation et l'état de droit et le droit international. Je rappelle que la démocratie est née sur les champs de bataille, les soldats étant égaux devant la mort. L'armée est l'un des ferments de la démocratie et on doit penser la faire non pas seulement en termes de protection d'un territoire souverain, mais aussi en termes d'aspect démocratique, qui est totalement fondamental. Alors, pour aller dans le bon sens et faire l'économie du pire, il faut quoi? Il faut d'abord casser l'asservissement dégradant de notre défense nationale aux intérêts géostratégiques étrangers et privés. Ça suppose quoi? Bon, si on veut faire la totale, c'est un petit peu plus long, mais ça suppose d'abord de prendre le pouvoir par les urnes, et ça appellera plusieurs réflexions sur les actions à mener dans la saison suivante. Ensuite, l'optimisation pénale pour bouter hors de l'État ceux qui jouent contre la France. Alors, vous me direz, il n'y aura plus d'État. Enfin, il y en aura quelques-uns. En rétablissant le crime de haute trahison et de crime de complot contre la sûreté de l'État, en appliquant les textes du code pénal pour traduire les traîtres devant la justice. Ensuite, il faudra procéder à la répudiation, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, de la dette illégitime et impayable qui nous ruine, notamment, car il n'y a pas assez d'argent du coup pour développer les activités d'armement conventionnelles, blindés, avions, bateaux. Il n'y a pas assez d'argent non plus pour renforcer correctement et rapidement la protection et le développement d'équipements sensibles, dissuasion nucléaire, cryptographie gouvernementale et systèmes informatiques stratégiques. Il n'y a pas d'argent non plus pour augmenter la capacité de projection militaire, disponibilité opérationnelle à moins de 25%, mais c'est pas terrible. Il n'y a pas assez d'argent pour augmenter les moyens matériels, donc impossibilité de maintenir à niveau le parc immobilier et automobile, les technologies de l'information, puis d'augmenter bien sûr l'interconnexion des réseaux de transmission interforce, ce qui est pourtant capital. Il n'y a pas d'argent pour augmenter les moyens humains, donc 205 000 militaires d'actifs, 0,30% de la population, 2,5 fois moins que le nombre d'élus. C'est lamentable. Il faudrait dans un premier temps multiplier par 2 les effectifs des militaires d'actifs. Vous avez aussi les gendarmes, 100 000, la police nationale, 150 000, municipale, 22 000, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, 250 000, dont 12 000 militaires, 12 800, et 200 000 volontaires. Et vous avez aussi la garde nationale, c'est-à-dire les réservistes, 77 000 hommes et femmes, toutes composantes confondues. Mais si on prend les chiffres des plus grosses armées militaires d'actives au monde, on est franchement loin du compte. 0,30% de la population active, c'est peu et c'est beaucoup trop peu dans ce monde. Prenons un seul exemple. Il y a Corée du Sud, 52 millions d'habitants et une armée de plus de 600 000 hommes. Vous me direz, tout n'est pas pareil, c'est vrai. Mais quand même, il nous faut plus de militaires. Il faudra remettre en place un vrai service militaire. L'enjeu véritable de ce service, c'est pas que la paix, mais c'est aussi la démocratie. Et je vais y revenir, le lien qui existe entre l'armée, les citoyens, la démocratie. C'est fondamental. Le budget de la France pour sa défense, pareil, c'est pas du tout à la hauteur. Alors vous me direz 48 milliards, versement aux anciens combattants inclus, c'est mieux que zéro, c'est sûr, mais si la grandeur que la France doit recouvrer est multiforme, multidimensionnelle, la composante militaire est néanmoins absolument capitale au vu des menaces actuelles avérées et des menaces futures. Et c'est pourquoi il faut au moins y mettre plus de budget que les Anglais. Il nous faut un budget de 70 milliards rapidement. Or, en l'état actuel de l'arnaque du système d'argent-dette, 48 milliards de budget, c'est déjà beaucoup, mais en libérant la France et l'énergie française, on libérera 200 milliards qui, au lieu d'aller dans les poches des plus que plus riches, viendront servir les intérêts de la France, des vraies lumières, cette France, des vraies lumières humanistes. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Cet adage latin, comme beaucoup d'autres, est profondément juste.
Ensuite, il faut quoi? Il faut bouter le parasite UE, car il grave dans le marbre notre soumission à l'OTAN, article 42 du traité sur l'Union européenne. Il grave ensuite dans le marbre la destruction progressive de notre industrie de défense, Airbus, ex-aérospatial, Safran, Thales, DCNS, Nexter, Alstom. Et la liste est très longue. Et ce processus se répète tout le temps. Et je m'appuie sur l'analyse du colonel Chamagne. C'est toujours pareil, changement de nom, privatisation à vil prix, fusion sans protection des intérêts français, baisse de la part actionnariale de l'État, forte hausse de la part du capital flottant, perte totale de contrôle. Un cas d'école, Airbus, dilution de la souveraineté, épinglé dans un rapport de la Cour des comptes de 2013 relatif aux devoirs de l'État en matière de l'industrie de défense. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Donc fusion franco-française en 99, Société nationale aérospatiale plus Matra, Lagardère. L'État s'est laissé mettre en position de faiblesse selon la Cour des comptes. On se demande pourquoi. En 2000, on recommence, fusion avec les Allemands et les Espagnols, ça devient EADS, alors fusion avec DASA Daimler Chrysler Aerospace, l'allemand, et CASA, l'espagnol. Là encore, l'État n'a pas défendu sa position, toujours selon la Cour des comptes. Ses actifs ont été sous-valorisés par rapport à DASA, avec risque de délocalisation d'activités pourtant stratégiques pour les intérêts fondamentaux de la nation. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. 2014, EADS devient Airbus Group. Restructuration, les sièges sociaux quittent Paris pour aller où? À Munich. Donc en France, Airbus à Blagnac, Eurocopter à Marignane, franco-allemand de 92, mais la France a tout apporté, toute une gamme d'hélicoptères. L'Allemagne a mis dans la corbeille une pauvre merde, le C-145. Transfert d'activité à Munich, branche Espace Atrium qui était à Suresnes et une branche militaire Cassidan à Elancourt. Les deux ont été regroupés, devinez où, à Munich pour former Airbus Defence and Space. Donc fin janvier 2014, 1400 postes supprimés en France. Le patron d'Airbus, un Allemand à Munich. Le patron de la division Airbus Defence and Space, un Allemand à Munich. Et sous commandement allemand, on retrouve donc le missile balistique M51 qui arme nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Les satellites CSO du programme MUSIS, satellite d'écoute électromagnétique franco-français pour le renseignement stratégique, sous commandement allemand. Et ça relève pourtant de la souveraineté stratégique. Or, le chef décide bien sûr des priorités et de l'emploi des ressources, et il est allemand. Et que fait-il? Il achète une banque allemande pour se financer, et décide de se concentrer sur les points forts, aviation militaire, missiles lanceurs spatiaux satellites, en renforçant donc uniquement la branche allemande. 213 suppressions d'emplois à Saint-Médard, en Jalles, près de Bordeaux, là où on fabriquait nos missiles M51. Donc voilà donc comment on se fait enfler jusqu'au bout des doigts. Et ce n'est qu'un simple exemple de la trahison des gouvernants parmi 1000 autres pour nous faire perdre notre souveraineté au profit de l'Allemagne. Le rapport de la Cour des comptes de 2013 pointait pourtant ces trahisons. L'État, disait-il, n'assure pas l'indépendance de la France en matière d'équipements sensibles, notamment la dissuasion nucléaire. Les gouvernants gèrent comme des merdes le patrimoine de l'État actionnaire, enfin ils le disent pas comme ça, et ils saccagent l'activité et l'emploi dans les régions concernées. Alors que il y a pourtant des dispositifs de contrôle, article L151.3 du Code monétaire et financier, comme le rappelle la Cour des comptes, ce rapport leur en a touché une sans faire bouger l'autre. Ensuite, le parasite UE conduit nos PME de cette industrie qui n'ont pas de chiffre d'affaires suffisant à se voir refuser l'accès au marché public de l'État français. Et c'est les Allemands qui raflent. Encore, imaginez que le fusil réglementaire des militaires français est allemand, et c'est écrit dessus en américain, Made in Germany. Magnifique. Et je parle de la PME française Vernet Caron, qui n'a pas pu participer à l'appel d'offres du gouvernement français à ce moment-là, à cause des règles européennes qui imposaient pour ça en l'espèce d'avoir un chiffre d'affaires d'au moins 80 millions d'euros, alors que Vernet Caron tourne autour de 13-14 millions d'euros. Ça favorise donc tout le tissu industriel allemand qui a moins de PME mais qui sont plus grosses et familiales.
Et je parle pas des fusils de précision semi-automatiques remportés par un groupe germano-belge suite à l'appel à candidature lancé par l'armée française pour les remplacer, alors que cette même PME française, Vernet-Caron, s'était associée avec deux sous-traitants européens pour former un groupement d'intérêt économique, mais c'était sans compter le travail des lobbyistes auprès de la DGA. Pareil pour le marché des pistolets semi-automatiques remportés par des Autrichiens. Tout ça pour dire que l'UE, son système et ses valets conduisent à casser l'émergence d'une filière nationale française. C'est inadmissible. Derrière, on parle d'emploi et de souveraineté, et c'est ça qu'on perd. Ensuite, ces traités gravent dans le marbre l'export de morts en violation du traité sur le commerce des armes entré en vigueur fin 2014, juste avant la vente d'armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite qui commettent des crimes de guerre avec ça contre le Yémen. Et tout ça pour obtenir des parts de marché pour l'industrie de défense qui a été privatisée. Et le ministre de la Défense, au final, n'a que comme perspective, et puis celui de l'économie aussi, d'éventuelles retombées en termes de commandes pour les PME françaises de l'industrie de défense. La France a un tissu industriel riche de 4000 PME, mais que fait-elle pour elle? Que dalle, nada. Les marchés publics, ce sont pour les gros, comme Dassault ou Thales, qui décrochent de juteux contrats. Sinon, pour les PME, c'est la merde. Pitoyable et scandaleux à tous les niveaux. Il y a un rapport du Parlement de 2018 sur les exportations d'armement de la France. Il y a une préface de la ministre des Armées, qui n'a pas peur du mensonge. Elle énonce que ces exportations respectent à la lettre les traités et les engagements internationaux. Elle suit un principe, celui de la responsabilité. N'ayons pas peur des mots. Il suffit d'intervertir vérité et mensonge, et le mensonge devient vérité, et le tour est joué. C'est simple. Et elle ose même affirmer, sans peur de se contredire, que du contrôle de la fabrication des matériels de guerre jusqu'au contrôle a posteriori des exportations, l'État exerce une vigilance sans faille sur le commerce des armes, alors qu'elle déclarait en même temps, s'il vous plaît, que la France n'est pas maîtresse de l'usage d'armes qui n'étaient pas censées être utilisées. Elle continue son exposé en disant « Par des coopérations et des partenariats, des idées et des modes d'accompagnement toujours nouveaux, l'équipe France » composé d'apatrides, s'adapte sans cesse et agit au profit de notre défense, de notre diplomatie et de notre économie. Pas du tout. Et si par profit elle entend destruction par rabotage, alors là, oui, c'est correct. Ou si elle entend par notre, non pas la France, mais le parasite ultralibéral UE, impérialiste, alors oui, ça renforce. Elle continue, cette vitalité économique permet enfin de donner à nos forces qui se battent à travers le monde pour notre sécurité et notre liberté les équipements les plus sûrs et les plus perfectionnés. Les équipements ne sont pas français et les guerres menées sont illégales. Afghanistan, Libye, Syrie. C'est des déstabilisations sans fin des pays. Tout ça au service d'un objectif avec le pacte des migrations. Pour faire de tous les citoyens des produits à code barre. On dilue la nation, le sentiment national, et là, on a juste, non pas des citoyens, mais des sujets qu'on pourra écraser facilement, qui ne font pas bloc, qui ne font pas corps, qui ne font pas âme. Une industrie européenne de défense forte, c'est la garantie de nous voir peser face à une concurrence féroce, c'est l'assurance de préserver notre économie, de développer nos emplois et de nous situer à la pointe de l'innovation et de la recherche. L'assurance de rien du tout, si ce n'est de se faire mettre. Et que les profits ne sont pas pour les Français, ni pour leur sécurité, mais seulement au conglomérat de la finance apatride et à la déstabilisation des pays et aux crimes de guerre. Après ce concentré de fake news, cette ministre a eu la bonne idée de sortir un rapport sur la manipulation de l'information par les méchants russes début septembre 2018. Et ce n'est pas beau de mentir. Pour agir ensemble, les armées européennes doivent s'appuyer d'abord sur leur propre équipement, sur des équipements européens produits par des Européens, renforcer le tissu industriel européen, c'est renforcer notre autonomie stratégique. Si par autonomie on entend soumission, alors oui, ça renforce. Le sommet de l'autonomie sera donc d'abandonner notre souveraineté nucléaire et notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Si l'autonomie stratégique, c'est celle de ceux qui jouent contre la France et qui veulent la troisième guerre mondiale, alors oui, ça renforce.
Ensuite, le parasitueux détruit aussi notre diplomatie, contrairement aux mensonges éhontés de la ministre désarmée, en y faisant régner donc la logique du marché. Les ambassadeurs se transforment petit à petit en managers qui doivent gérer au mieux la réduction des fonctions support, logistique, ressources humaines, système d'information. Sur 30 ans, le ministère des Affaires étrangères a perdu la moitié de ses effectifs, dont un tiers sur les 10 dernières années. Et le méprisant de la République a annoncé en plus le 30 août 2018 à Helsinki le sacrifice supplémentaire de 10% des 20 000 agents de la diplomatie française, donc diplomates, militaires, enseignants, acteurs économiques, etc., d'ici à 2022. Mais soyez contents, on va économiser 100 pauvres petits millions d'euros de merde, alors que dans le même temps, on aura payé 720 milliards pour rembourser la dette et les intérêts sur cette période de 4 ans, 19 à 22. 180 milliards par an, si on prend en moyenne 140 milliards de remboursement du capital et 40 milliards d'intérêts. Donc sacrifier la diplomatie pour économiser un 7200e pour payer une dette illégitime et impayable aux voleurs de la finance apatride, en fait, c'est de la justification pour privatiser notre diplomatie. Voilà la perspective ultralibérale de privatisation de tout, en commençant par raboter encore une fois avant de liquider. Ensuite, le parasitueux grave aussi dans le marbre, au nom du grand marché supercontinental, la destruction des contrôles aux frontières. Pourquoi cette arnaque? Le raisonnement est simple, suppression des contrôles aux frontières, ça équivaut à la suppression des frontières aux menaces multiformes, réseaux criminels, trafiquants mafieux, esclavagistes, terroristes, drogue, armes, etc., qui se diffusent alors facilement dans tout le territoire et par contre-coup mettent en aval la sécurité sans frontières, sans limite au sein du territoire, justifiant depuis 90 lois sécuritaires, plus de 3 par an, et l'état d'urgence dans le droit commun. Et au final, les libertés publiques deviennent l'exception. Il faut donc resanctuariser notre territoire en dégageant la France de l'espace Schengen pour retrouver notre capacité protectrice du territoire. Le choix est simple, établir des contrôles ultramodernes, rapides et efficients en utilisant les hautes technologies aux frontières et assouplir progressivement les contrôles sécuritaires à l'intérieur du pays avec d'autres mesures féroces pour lutter efficacement contre la délinquance et la criminalité du haut et du bas. C'est ça ou rester sans contrôle aux frontières et se faire greffer une caméra dans le cul. Bouter hors de France également l'OTAN guerrier par application de l'article 13 du traité de l'OTAN parce qu'il nous conduit à mener des guerres illégales au service d'intérêts étrangers et privés. En finir avec la soumission numérique, alors fin des contrats open bar entre la défense et Microsoft, parce que là, open bar. Utilisation également des logiciels libres, investir lourdement et développer ce secteur. Alors, petit rappel, casser la politique de mise sous tutelle de notre défense nationale. C'était le grand A, la première partie. On a vu d'abord, il fallait casser l'asservissement de notre défense nationale aux intérêts géostratégiques étrangers et privés, mais aussi casser le mimétisme servile nous conduisant aux dictatures latino-américaines des années 60 à 80, sur tout le continent. Je vous la refais pas, c'est la vidéo de la dictature en marche qui montre l'influence de l'Union européenne sur l'organisation de la répression continentale, sur tout le continent européen. Point capital, mais je vous renvoie à la vidéo pour ça. Ensuite, casser le mimétisme idéologique et institutionnel nous conduisant au pire. C'est totalement indispensable. Et c'est pas une question de choix si on veut un avenir. En ce sens, comme dans beaucoup d'autres domaines, pas besoin de faire palabrer des experts qui ont un avis pour et d'autres qui ont un avis contre. Cette méthode de réduction démocratique des juxtapositions de monologues successifs et contradictoires, doublée de l'utilisation des biais cognitifs comme arme totale de décérébration massive, triplée avec des mensonges à la con, ça n'est pas démocratique. La démocratie, c'est pas des monologues qui aboutissent à des consensus fondés sur des croyances qu'un discours est bien et que l'autre est mal. La démocratie, c'est des débats publics et contradictoires entre gens honnêtes qui s'appuient sur de vrais faits et des arguments logiques et qui aboutit non pas au consensus, mais à un compromis.
Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus au compromis ni à la compromission. Il nous faut donc, sous peine de perdre toutes nos libertés, d'abord bouter le parasite européen pour en finir avec la logique d'intégration des polices, armées, justice, mandat d'arrêt européen, parquet européen et compagnie qui détruisent les institutions françaises souveraines et démocratiques, classement vertical à la poubelle du livre blanc de 2013 qui reprend celui de 2008, pareil poubelle, qui a intégré pour la première fois le concept arachnidéen de sécurité nationale dans le droit national. Il faut restaurer ensuite la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et on verra par la suite, en voyant comment rétablir une démocratie, restaurer l'état de droit, comment on peut faire tout ça. Restaurer ensuite la séparation police-armée, en finir avec la fusion de la sécurité intérieure et la défense nationale au niveau des statuts, des organes, des missions, des méthodes, des doctrines. En finir avec la privatisation du renseignement, supprimer progressivement l'état d'urgence dans le droit commun à mesure que les bonnes décisions auront été prises, pas avant, l'état d'urgence restera l'exception, l'arbitraire non en démocratie. La dénonciation ensuite du pacte des migrations qui n'a que pour but de casser le lien entre la nation et les citoyens pour instaurer une dictature continentale en transformant tous les citoyens en produits à code barre. Et ensuite, après avoir bouté, libéré, eh bien, il faut reconstruire. Deuxième partie de cette vidéo, donc, fondée au cœur d'une stratégie politique globale, une stratégie de protection efficace et respectueuse des libertés publiques, fondée sur l'idée de sanctuarisation du territoire. La défense nationale et la sécurité intérieure doivent être conçues comme souveraines au service des citoyens héritiers du bien commun, et non pas comme une technique de surveillance et de contrôle des populations au service des conglomérats de la finance apatride. D'abord, il faut donner des objectifs de défense nationale et de sécurité intérieure conformes aux principes de notre droit interne relatif à la démocratie et à la souveraineté et conformes au droit international. Il faut redéfinir les menaces et dangers, la nature, probabilité, ampleur, pesant sur la nation au regard de l'évolution démocratique, technologique, environnementale, militaire, diplomatique, sociale, économique, financière, culturelle, juridique. L'idée étant de poser le bon diagnostic, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec des dirigeants très tristes qui lèchent le cul et les chaussures de la finance apatride jusqu'à ce que la langue rappe et qu'elle brille. Pas la langue, les chaussures. On doit chercher aussi à obtenir la meilleure prospective de défense nationale et de sécurité intérieure, ce qui doit nous faire revenir à une défense nationale erga omnes. La France ne peut pas définir un ennemi a priori. Ne sont ennemis que ceux qui attaquent la France ou qui comptent l'attaquer. Et elle doit être pragmatique et non dogmatique. Elle ne doit participer à aucune alliance militaire d'aucun bloc qui conduise toujours à la guerre par la surenchère de l'armement, surtout en cette période de reconstruction des empires, qui ne peut conduire qu'au pire. Elle doit privilégier le cadre des Nations Unies par ses actions, et elle ne doit pas violer le droit international. Elle doit favoriser toujours la diplomatie. Notre réseau diplomatique, même délabré, est le plus grand du monde après celui des Américains du Nord. L'enjeu, c'est la paix mondiale. Élaborer de nouveau une distinction entre sécurité intérieure et extérieure. Seule cette distinction permet de séparer les pouvoirs militaires et policiers, ce qui est une garantie démocratique essentielle et indispensable. Restauration du service militaire afin de renouer le lien entre citoyens et armée qui est le levain dans la pâte démocratique. Resanctuarisation progressive du territoire pour le protéger contre toute atteinte, par la mise en place de contrôles douaniers multiformes en lien avec d'autres services pour effectuer des contrôles avec deux objectifs, la rapidité et l'efficacité, afin de sauver la sécurité et les libertés des Français au sein du territoire. Les très tristes dirigeants, sortes de pompiers pyromanes, ont détruit tout contrôle aux frontières en amont, détruisant par le fait toute frontière aux menaces multiformes, réseaux criminels, trafiquants, terroristes et compagnie, qui se diffusent du coup dans tout le territoire et par contre-coup mettent en place en aval la sécurité sans frontières, sans limite au sein du territoire, et ils appellent ça la sécurité première des libertés.
par la mise en place ensuite à nouveau des renseignements généraux supprimés par Sarkozy, par l'augmentation substantielle des moyens alloués au renseignement afin de perfectionner l'analyse des éléments récoltés, par le renforcement humain, matériel de la protection des sites sensibles et de leur sécurisation pour éviter tout accident nucléaire notamment, on peut rien laisser au hasard, privatiser des sites sensibles, les confier à des entités qui veulent juste faire du pognon, leur imposer un cahier des charges tout en diminuant le nombre d'inspecteurs, c'est juste insensé. Par une augmentation ensuite des moyens de surveillance du contrôle maritime et aérien. Assurer l'indépendance militaire et stratégique de la France, doter les forces armées et les forces de l'ordre de l'équipement utile pour une activité totalement opérationnelle, renforcer la protection et le développement des équipements sensibles, dissuasion nucléaire, cryptographie gouvernementale, et système informatique stratégique lié à la connaissance et à l'anticipation, c'est le renseignement stratégique. Nationalisation de l'industrie de défense y concourant, mise en place du circuit de financement de l'industrie de défense par la nationalisation d'une banque ou des astreintes pour toutes, enfin plusieurs options, crédit ouvert pour la recherche militaire, renforcement d'une activité liée à la découverte des talents et des idées à fort potentiel afin qu'aucun talent ou aucune idée de France ne soit pas reconnu ni exploité pour la France en facilitant dès lors la pleine reconnaissance des chercheurs et inventeurs français avec un large soutien. Augmenter la capacité de projection militaire, objectif de disponibilité opérationnelle, il faudrait le monter de 25 à 80% afin de gagner en crédibilité pour armer la force diplomatique. Développement des activités d'armement conventionnel, blindés, avions, bateaux, par le biais de la coopération internationale multilatérale renforcée, protection y compris militaire des atouts de la France, économiques et sociaux, militaires, maritimes, terrestres, aériens, civiques, diplomatiques, culturels et juridiques pour favoriser son rayonnement en faveur du progrès social des peuples et de l'environnement par une politique alors rendue possible de coopération avec tous les pays du monde dans laquelle la France fera rayonner ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et tout ça au service de la paix et sans hypocrisie. Or, pour ceux qui voudraient approfondir, voilà tous les aspects politiques de la défense nationale, alors là on a vraiment toute l'intégralité des domaines puisque c'est une analyse carrée. Voilà, il faudrait la creuser. Ensuite, donner les moyens pour accomplir les missions, mise en place d'outils de civisme, un rétablissement du lien vital entre le citoyen et les nations, par un service national d'une année conçu comme une chance égale offerte à tous de développer des compétences du brevet de secouriste, langue, compétences professionnelles, stage, ce qu'on veut, ainsi que valorisation des métiers de force de l'ordre pour fournir un vivier important de recrutement pour l'armée et la police et de favoriser le patriotisme et non de créer des mercenaires, outre la cohésion sociale bien sûr qui en découle. Mise en place d'outils juridiques pour protéger les libertés publiques en établissant des contrôles efficients aux frontières de notre territoire supprimés en mars 95, juste avant les attentats terroristes de juillet et octobre 95, en augmentant les moyens matériels, financiers, humains des douanes afin de sortir l'état d'urgence du droit commun permanent et de restaurer bien sûr les libertés. Depuis la mise en œuvre des accords de Schengen, les postes frontières ont été fermés et souvent entièrement détruits entre les États participants. Le code frontière Schengen requiert que les États participants suppriment tous les obstacles à la libre circulation dans les frontières internes de l'espace pour favoriser les réseaux criminels, afin de renforcer les législations communes antidémocratiques, même si ce code ne dit pas ça comme ça. Renforcement juridique du dispositif de blocage de l'acquisition d'une entreprise stratégique par des intérêts étrangers ou privés, dont la protection actuelle n'est pas utilisée par les gouvernements français, les traîtres. Article L151.3 du Code monétaire et financier. Afin de quoi? Afin de verrouiller le maintien de notre industrie de défense. Ensuite, il faut aussi séparer nettement sécurité intérieure et défense nationale, redéfinir clairement les missions et commandements, dégager la racaille et ses milices. On peut allonger la liste, mais enfin, on va s'arrêter là.
Mise en place également de larges moyens financiers. Le budget de la défense devra nécessairement augmenter dans une proportion conséquente afin d'être porté plus rapidement possible. Dans un premier temps à 70 milliards, 80 milliards si on voulait doubler l'armée, et puis encore plus si on voulait faire tout le reste. Bon, à voir. Le budget de l'intérieur devra être augmenté de toute façon. Enfin bon, là, je précise pas. Augmentation des moyens humains, 400 000 hommes dans la défense, doublement des effectifs militaires et civils, c'est le strict minimum dans un premier temps. Ça ne pourra pas se faire d'un coup, mais le temps est compté. Donc ça coûterait 40 milliards de plus, mais bon, c'est capital. Mais en dégageant beaucoup de racailles, on aura des marges budgétaires colossales. Il faut savoir ce qu'on veut et où on veut aller et quel avenir on veut. Ensuite, augmentation des moyens matériels, améliorer l'état du parc immobilier, améliorer l'emploi des technologies de l'information, préparer l'interconnexion des réseaux de transmission interforce, mise à niveau du parc automobile, amélioration de l'équipement pour l'activité opérationnelle des forces. Je ne m'attends pas à ce que les traîtres approuvent ce projet, mais j'attends que ceux qui aiment leur pays l'approuvent en regardant les choses en face. Ce n'est que le deuxième volet du projet de société que nous devons mettre en place pour survivre. Dans la prochaine vidéo, on verra l'aspect social. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.